Stéphane Distinguin, bonjour. Vous êtes un entrepreneur emblématique du digital. Vous avez créé Faber Novel, une entreprise de plus de 350 personnes. Vous êtes ancien membre du Conseil national du numérique. Vous êtes président de la grande école du numérique. Nous allons débattre aujourd'hui de l'évolution de la place des géants du numérique dans la crise sanitaire de 2020. Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft ont paradoxalement renforcé leur position dans cette phase critique. Est-ce qu'il facilite notre vie quotidienne? Est-ce que cela crée des risques? Alors, merci de l'invitation, Jean-François. D'abord, moi, je vais commencer par poser simplement un premier point, c'est l'accès à l'information. Moi, une des choses qui m'a énormément marqué dès le début du confinement, c'est pourquoi ces acteurs ont annoncé dès le départ qu'ils réouvriraient leurs bureaux et permettraient à leurs collaborateurs de revenir qu'à partir du printemps, l'été 2021. Et là où nous tous, on pensait qu'on en avait pour 15 jours ou 3 semaines. Et ça, dans cette crise, pour moi, ça a démontré en fait qu'ils avaient une capacité de projection et de préparation qui était très nettement supérieure à la nôtre. Je pense que ces entreprises, elles ne savaient pas, mais elles ont été dès le départ en capacité de prendre les bonnes décisions les unes derrière les autres, et elles ont des modèles. On peut parler de résilience, on peut parler a fortiori d'antifragilité, c'est-à-dire de capacité à progresser face à l'adversité et dans la crise. C'est des entreprises qui sont tech et donc qui ont cette capacité aussi à exercer indépendamment en fait d'un virus qui touche les humains. Si vous me permettez une parenthèse rapide, Jean-François, il y a un test que j'ai adoré, moi, qui vient de WeWork, de l'époque WeWork, parce que juste avant que ce soit cette crise, il y avait la crise WeWork dans le milieu de la tech. Et c'est posé la question tout le temps de savoir si WeWork, donc le leader du coworking, était une entreprise de tech ou une entreprise d'immobilier. Et un blogueur que j'apprécie, Can The Rock, est arrivé en disant moi je vais vous proposer un test, et je vais l'appeler le test du zombie. Vous imaginez que des zombies viennent et qui mordent en fait les collaborateurs d'une entreprise, que tous les employés sont sur le flanc. Combien de temps l'entreprise continue à opérer alors que tous les employés sont devenus des zombies? On a affaire à des entreprises qui résistent bien mieux aux tests du zombie que les autres. Donc oui, c'est des entreprises qui étaient préparées, qui ont été en capacité aussi d'avoir accès à de la donnée, qui ont réfléchi avec des gens, des universitaires, y compris les bonnes décisions au bon moment, et qui ont commencé à proposer les bons services au bon moment. On l'a vu, c'est eux qui nous ont permis de basculer dans le télétravail, de nous accompagner dans nos loisirs. Je parle donc de télétravail, ça a peut-être été les outils Google, ça a été Zoom évidemment, ça a été la suite Microsoft. Dans ce qu'on faisait en loisir à la maison, c'était Netflix et beaucoup d'autres. Donc ils ont été préparés et ils ont profité bien mieux que d'autres de cette situation et de cette crise. Est-ce que la crise sanitaire n'a fait que renforcer des tendances existantes, ou est-ce qu'il y a eu véritablement des nouveautés dans le jeu des acteurs? Le point majeur, c'est clairement le renforcement de la tendance. C'est-à-dire qu'on a eu dans le numérique, pour moi, on a eu une accélération en quelques mois une massification des usages qui aurait pris normalement une dizaine d'années. Donc c'est plutôt une accélération, une amplification. Après, quand on a affaire à ce niveau d'accélération, d'amplification, des choses nouvelles qui se passent. On voit bien que en ce moment, partout, on voit des sujets qui percolent. Ça peut être dans le domaine. Imaginez que maintenant Netflix est en capacité, n'a plus besoin de financement. Donc c'est aussi, on a affaire à un nouveau moment qui va avoir une incidence typiquement sur la production du contenu. On a beaucoup parlé de la fermeture des salles de cinéma, des théâtres, des musées. Donc on va aussi avoir une incidence, à mon avis, sur des secteurs qui sont des secteurs peut-être moins numérisés aujourd'hui et qui vont à l'avenir être grandement transformés par les quelques mois qu'on a pu vivre dans leur capacité de se financer et d'avoir accès à leur public. Donc ce renforcement de la position des GAFAM en 2020 crée quelques paradoxes. Est-ce qu'il y a des alternatives que vous appelez de vos voeux?
Bien sûr que j'appellerai toujours des alternatives de mes vœux. D'abord parce qu'en fait, je dirais que le principe même de l'innovation, et ce qui nous est cher, nous, chez Faber Novel, et ce qui est ma pratique d'entrepreneur, c'est de proposer des alternatives, c'est de discuter le statu quo. Et on arrive dans un état de puissance et de bascule qui fait qu'aujourd'hui, proposer des alternatives est quelque chose de souhaitable et, à mon avis, un sujet d'innovation majeur. Euh, il y a on a un sujet qu'on évoque beaucoup par celui de souveraineté. Qui pose question et qui, je ne suis pas, moi, homme politique, ce n'est pas ma carrière. Ma carrière, moi, est justement de proposer des alternatives. Mais je pense que ce sujet qui est évoqué depuis longtemps en Allemagne, sous l'angle en fait, des infrastructures critiques, qui n'était pas celui des monopoles, mais plus celui de dire, un peu comme EDF est considéré en France comme ayant exploitant des infrastructures critiques, il va falloir imaginer ces services comme des infrastructures critiques. Donc il va falloir être en capacité soit de les réguler, de les contrôler, soit d'avoir des alternatives qui correspondent à un cahier des charges qui soit partagé démocratiquement par l'Europe, par les différents États. Je pense aussi qu'il y a un sujet qui est en dehors de la souveraineté, qui est lié au monopole. Et là, ça devient très compliqué de savoir si c'est des monopoles, pas des monopoles. Est-ce qu'Amazon, avec une part de marché qui est sans doute pas supérieure à celle de Carrefour, est en monopole? Non. Est-ce que, enfin, Google l'est peut-être un peu plus, mais c'est des marchés qui évoluent et dont on a toujours su, justement, c'était votre question, s'il y a alternatives qui peuvent basculer à tout instant. Donc, euh, je pense que c'est le travail des États de rebattre un peu les cartes et de permettre justement à des acteurs de proposer des actions qui sont des actions différentes et de les financer, donc action de la BPI, action de fonds européens. C'est aussi le travail des très grandes entreprises de pouvoir accompagner ce mouvement en soutenant des startups et en proposant elles-mêmes leurs solutions. On a entendu parler d'une scission potentielle de Google. Au niveau réglementaire, quelles sont les nouveautés qui pourraient survenir en 2021 et au-delà, et quels en seraient les impacts? Alors, il y a plusieurs, il y a des grands sujets de réglementation qui sont en cours au plan européen, qui sont le Digital Services Act et le Digital Market Act, et qui sont une façon de proposer justement de la régulation en amont, en prévoyant les usages, plutôt qu'en contrôlant a posteriori, ce que essayent de faire par exemple les États-Unis, parce qu'on parle beaucoup de l'Europe, mais les États-Unis aussi sont soucieux en fait de sujets de monopole et de concentration, de trop grande concentration de l'innovation. Donc qu'est-ce qu'on peut attendre? C'est justement la réouverture en fait de beaucoup de domaines qui sont des domaines aujourd'hui fermés à double tour, et en particulier c'est lié à la donnée, puisqu'en fait ces grands acteurs, tout ce qu'on étudie chez Faber Novel, ont mis en place en fait des boucles de valeur qui sont quasiment infinies, c'est-à-dire qu'ils ont cette capacité en fait à enrichir leurs données en proposant de nouveaux services, et que ces nouveaux services donnent plus de données, et que donc ils ont trouvé en fait des services qui sont pour moi quasiment des martingales, et qu'il faut permettre à des acteurs extérieurs, typiquement une bonne mesure serait de rendre ouverts, interopérables, de les obliger à partager cette donnée, de façon à ce que de nouveaux acteurs puissent proposer leurs services à eux. C'est ce qui s'est passé, ni plus ni moins, dans le domaine, par exemple, du ferroviaire, quand on a permis à Captain Train d'avoir accès aux bases de données des SNCF pour vendre des billets de train. Donc il faudra imaginer que d'autres, sur la base de ces données, puissent proposer de nouveaux services. Stéphanie Distinguin, merci. Merci.